Imaginez-vous rentrer dans un musée. Parmi toutes les œuvres d'art que vous voyez, il y en a une qui est un peu plus atypique que les autres. En rentrant dans une des pièces du musée, vous voyez qu'il y a une femme immobile en plein milieu de la pièce. D'abord, vous ne comprenez pas vraiment ce qu'elle fait ici, vous pensez que c'est une spectatrice. Seulement, vous remarquez une petite pancarte sur une table parmi 72 objets. Celle-ci demande aux visiteurs de prendre un objet et d'interagir avec la femme. Sur la table, vous voyez une plume, une fleur. Mais vous remarquez aussi que parmi ces objets, il y a une barre de fer, un couteau, ainsi qu'un pistolet chargé. Qu'est-ce que vous feriez ? Quel objet prendriez-vous ? Et que feriez-vous de cette femme immobile et de l'objet que vous aviez dans la main ? Eh bien, c'est ce qu'a fait Marina Abramovic en 1973. Marina Abramovic est une artiste célèbre qui est connue comme la superstar de l'art contemporain. Elle a notamment fait plusieurs expériences où l'artiste est en contact avec les spectateurs. Et ces expériences avaient pour but de chercher la limitation corporelle et mentale des êtres humains. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Marina Abramovic, qui est une personne que j'admire beaucoup. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce que je pense moi, on est là pour parler de la vie de Marina Abramovic. Marina naît le 30 novembre 1946 à Belgrade, et elle naît déjà avec un pied artistique puisque sa mère est chargée de monuments historiques et surtout l'acquisition de plusieurs chefs-d'œuvre et œuvres d'art, en plus de diriger le musée de l'art et de la Révolution. Et son père, Vojin Abramovic, fait partie de la garde d'élite du maréchal Tito. Pourtant, jusqu'à ses 6 ans, c'est sa grand-mère maternelle qui va l'élever. Elle va l'éduquer de façon assez pieuse. Et à ses 6 ans, c'est son petit frère qui naît, du nom de Velimir, et c'est à ce moment-là que ses parents reprennent la garde de Marina. Et il faut comprendre que ce changement l'a beaucoup affectée, puisqu'elle passe d'une grand-mère aimante, même si très pieuse, à des parents stricts et distants. Déjà, il faut remettre en place le contexte social au moment de son enfance. Nous sommes dans les années 70, nous sommes en Yougoslavie, et dans ce pays, c'est une Yougoslavie communiste. Et je tiens à remettre en contexte l'enfance de Marina, car en plus de vivre dans une Yougoslavie communiste à cette époque-là, sa famille va amener beaucoup de traumatisme pour elle. Déjà, elle est souvent frappée par sa mère et sa tante, mais en plus de ça, elle est témoin de la violence qu'il y a entre ses deux parents. Entre 1965 et 1970, elle va étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Belgrade. Elle va ensuite poursuivre ses études à Zagreb, à l'atelier du peintre Egedušić. Je mettrai le nom par là. Et en 1973, elle retourne à Belgrade pour donner des cours à l'Académie des Beaux-Arts de Novi Sad jusqu'en 1975. Marina, c'est déjà quelqu'un qui peint beaucoup. Seulement, elle veut aller plus loin. En 1973, elle va commencer un travail spectaculaire d'art corporel, dont le but est de défier les limites de son propre corps en le soumettant à diverses épreuves psychologiques et physiques. Et c'est à Naples qu'elle va présenter son expérience nommée Rythme Zéro. Rythme Zéro, c'est l'expérience que je vous ai présentée en introduction, où pendant 6 heures, Marina va rester immobile et où elle va mettre à disposition son corps pour les spectateurs. À côté d'elle, elle a placé une table où elle y a marqué « Sur la table, il y a 72 objets avec lesquels vous pouvez me faire ce que vous voulez. Performance, je suis un objet. Je prends la responsabilité de tout ce qui se passera dans ce laps de temps. Durée, 6 heures, 20 heures, 2 heures. » Et elle a classé les objets en 2 catégories. Une catégorie objet plaisir et une autre catégorie objet destruction. Du côté des objets dits de plaisir, on va pouvoir retrouver des fleurs, des parfums, des plumes, du maquillage, des glaçons, tout ce qu'un corps humain peut potentiellement supporter, sans vraiment rien causer de très grave, on va dire. De l'autre côté, par contre, pour les objets de destruction, on pouvait y retrouver plusieurs couteaux de différentes tailles,
des chaînes, des fouets et même un revolver chargé. Et il va bien s'écouler 3 heures sans qu'aucun objet de destruction ne soit touché. Mais quelque chose s'est passé au bout de la 3e heure, puisque les spectateurs ont commencé à lui enlever les vêtements qu'elle portait avec des lames de rasoir. Et à partir de ce moment-là, l'avancée devient très violente, très expansive. L'audience va alors former 2 groupes distincts de personnes, ceux qui veulent lui faire du mal et ceux qui ne veulent pas lui faire du mal, ceux qui veulent la protéger. Et l'expérience va prendre encore un autre tournant, quand un homme va pointer le pistolet chargé sur la tempe de l'artiste. Et ça prend un changement non pas pour Marina qui, elle, reste toujours immobile, mais pour le public. Il va y avoir alors des bagarres dans le public. Marina Abramovic considérera Rythme Zéro comme l'expérience la plus violente de sa carrière. Et au bout de 6 heures, Marina Abramovic va reprendre possession de son corps. Elle va sortir de son immobilité et commencer à masser son corps meurtri. Et là, l'audience va être paniquée parce qu'ils prennent conscience, tout à coup, malgré son immobilité, Marina reste une femme, reste un être humain. Et à partir de ce moment-là, ils seront incapables de la regarder dans les yeux. Certains vont arrêter de parler, d'autres vont tout simplement fuir, mais le point de Marina est démontré. Par la violence de cette expérience, Marina a voulu démontrer comment on objectifie le corps de la femme dans la vie de tous les jours, et comment cette objectification de la femme peut arriver à la tuer. Elle va dire plus tard concernant cette expérience, ce travail reflète ce qu'il y a de plus horrible chez les gens. Elle montre à quelle vitesse quelqu'un peut décider à blesser lorsqu'il y est autorisé, et cela montre à quel point il est facile de déshumaniser quelqu'un qui ne se défend pas. En 1974, elle va faire la rencontre d'un autre artiste qui s'appelle Frank Huet, mais plus connu sous le nom d'artiste Hulé. Et cette rencontre va marquer un tournant pour tous les deux, puisqu'ils sont liés autant intimement que dans l'art. Et leur couple va devenir le centre de leur œuvre et de leur expérience. Ils vont alors explorer dans leur expérience l'agressivité et la tension qui peut s'immiscer entre 2 corps. Et c'est comme ça que Marina va décrire leur couple, car pour elle ils ne font qu'un. Ils sont un corps à 2 têtes. De cette expérience va ressortir l'œuvre AAA. We are facing each other, both producing a continuous vocal sound. We slowly build up the tension, our faces coming closer together until we are screaming into each other's open mouths. Et le but de cette expérience, c'est que pendant 15 minutes, Marina et Hulé vont partir tous les deux d'un certain point, et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher, et plus ils se rapprochent, plus ils se crient dessus, plus ils s'énervent. Personnellement, je trouve ça fascinant de vouloir pousser son corps à bout dans des expériences aussi violentes, parce que quand je faisais les recherches, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'est à quel point elle devait être fatiguée mentalement. Parce qu'il faut rappeler que c'est pas du théâtre, c'est pas quelque chose qu'ils ont scénarisé, écrit à l'avance, c'est de l'improvisation, c'est de l'art. Dans une autre expérience qui s'appelle Imponderabilia, une expérience qui dure quand même 17 heures, le couple va essayer de montrer la dualité et la dépendance qu'il peut y avoir entre 2 amants. J'ai changé un peu l'ambiance. De 82 à 85, elle va participer à une manifestation culturelle appelée Documenta 7 à Kassel en Allemagne. Cette manifestation culturelle va réunir 182 artistes et plus de 300 000 visiteurs. En 1981 arrive une expérience qui est, pour moi, l'expérience la plus marquante après Rythme Zéro de Marina Abramovic. Elle et Hulé, qui sont encore ensemble à ce moment-là,
vont présenter une exposition du nom de Night Sea Crossing, où les deux amants vont rester parfaitement immobiles, chacun à un bout de table de l'autre, pendant 90 jours. Attention, 90 jours non consécutifs. Ils prenaient des pauses pour s'hydrater, mais quand ils étaient à l'exposition, ils jeûnaient. Et vous allez voir que cette expérience va la suivre un peu toute sa vie. En 1988, le couple va malheureusement se séparer, mais non sans avoir fait une dernière collaboration ensemble. Cette dernière collaboration se prénomme The Great Wall Walk, qui se passe sur la Grande Muraille de Chine. C'est une performance de 90 jours. C'est une performance qui va durer de mars 1988 à juin 1988. Et l'expérience commence déjà par une mise en abîme, où on voit un film sur deux amis, deux amants, qui ont décidé d'aller à la rencontre de l'autre, et où chacun doit partir à l'extrémité du dragon, le dragon représentant la Grande Muraille de Chine. Et le but de cette expérience, c'est qu'ils se retrouvent à mi-chemin de cette Grande Muraille de Chine, donc qu'ils fassent à peu près la même distance jusqu'à se retrouver. I get along without you very well, of course well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? I get along without you very well. Donc Marina va partir de la tête du dragon, alors que Ulié va commencer à la queue du dragon. Et à la fin de ces 90 jours, quand les deux amants se rencontrent enfin, ils vont se donner une accolade avant de poursuivre leur chemin. Ulié va signifier que ce projet était le symbole de leurs 12 années de travail et de vie commune. D'une part, le symbole d'une relation magnétique et très forte, et d'autre part, la fin d'un chemin qu'ils avaient commencé ensemble. Les conflits psychologiques et les traumatismes causés par les parents de Marina, les œuvres de Marina. Pour elle, avec ses œuvres, elle présente à la fois des dilemmes psychiques subis, mais aussi elle veut montrer qu'elle est capable de les dépasser avec ses performances. Marina Abramovic fait partie du courant artistique de l'art corporel, se retrouvant physiquement en danger et une fois presque morte, presque asphyxiée sous un rideau de flammes pendant l'une de ses performances brutales. Elle va dire un jour, par rapport à la brutalité de ses expériences, « Je suis intéressée par l'art qui dérange et qui pousse la représentation du danger. Et puis l'observation du public doit être dans l'ici et maintenant. Garder l'attention sur le danger, c'est se mettre au centre de l'instant présent. » Soutenue à Belgrade pour sa rébellion contre l'éducation stricte et la culture répressive de la Yougoslavie d'après-guerre, ses premières œuvres sont des rituels de purification pour sa propre libération. Et la guerre qui éclate en Yougoslavie entre 1991 et 2001 va marquer durablement le travail de Marina Abramovic sur le total d'une dizaine d'œuvres environ. En 1995, elle va se lancer dans une nouvelle exposition qu'elle va nommer The Onion, où l'artiste va dénoncer l'extermination de 8000 bosniaques par l'armée serbe. Dans la performance vidéo, on peut voir l'artiste qui mange un oignon cru et qui pleure de dégoût, littéralement, tout en se plaignant de sa propre vie. Les différentes couches de l'oignon vont représenter les couches de la vie,
les masques socioculturels derrière lesquels beaucoup de gens essayent de se cacher. The Onion est une manière de s'attaquer à la construction fragile et artificielle de l'identité personnelle, chaque couche rappelant les différentes nationalités de la Yougoslavie. L'oignon, c'est la Yougoslavie. Un pays qui ne peut provoquer que des larmes et où les pleurs inévitables de l'oignon se transforment en pleurs de deuil. C'est pour Marina un emblème de la mort et de la perte. En 1997, Marina Abramovic va recevoir le Lion d'Or à la Biennale de Venise. Elle va recevoir ce prix pour son expérience Balkan baroque, qui est un film qui va revisiter son passé à elle sur le ton de la fiction, un genre de journal intime visuel. The Artist is Present. En 2010, va se dérouler le MoMA à New York, va lui consacrer une importante rétrospective qui va regrouper une 50aine de ses œuvres. Et pour cette occasion, de jeunes artistes vont reprendre certaines de ses performances, pendant qu'elle interprétera pendant près de 3 mois The Artist is Present, qui est un rappel à Nightsea Crossing. Et bien que Marina a déjà proposé son corps comme vaisseau ou arme politique, elle va réaliser ici sa plus longue performance. Elle est simplement assise sur une chaise en face d'une table et elle attend que le public arrive, s'assoie en face d'elle sans jamais prononcer un mot. Toujours les yeux dans les yeux, certains vont rester quelques minutes à affronter le regard de Marina, tandis que d'autres vont y rester des heures. Marina, quant à elle, va rester exactement 736 heures et 30 minutes sans jamais se lever, manger ou boire. Et c'est pendant cette performance qu'elle va avoir la joie, la surprise de revoir son amant, Ulé. C'est une vidéo que personnellement je veux passer sans même connaître l'artiste et même sans se parler. Les deux amoureux, même s'ils ne sont plus ensemble depuis longtemps, on va réussir à capter l'émotion dans leurs yeux. Tout cela même s'ils ne restent face à face que quelques minutes. En 2011, elle va co-créer une pièce de théâtre autobiographique qu'elle va appeler Life and Death of Marina Abramovic. Elle va représenter cette pièce au Manchester International Festival. Elle va repousser les limites de la vie et de la mort, où l'artiste met en scène sa propre mort et son propre enterrement. Il y a une constante qui revient beaucoup dans les œuvres de Marina Abramovic, la présence du corps, c'est-à-dire le body art. Le body art, ou ce qu'on pourrait appeler en français l'art corporel, c'est un ensemble de pratiques et de dispositifs qui placent le langage du corps au centre du travail artistique. Dans certains cas, l'artiste fait de son corps l'œuvre à part entière. L'expression anglaise body art naît au Japon en 1950. Et il va petit à petit émerger aux US au cours des années 60. À cette époque, le body art se caractérise par un ensemble de pratiques liées principalement à des performances au cours desquelles sont repoussées, voire transgressées, certaines limites, des manifestations avant-gardistes qui vont malheureusement venir avec de nombreuses polémiques. Transformation corporelle, souffrance volontaire, enfermement, violence ou sexualité sont une part sulfureuse de ce domaine. Le corps de l'artiste devient le support de l'œuvre. Comme on arrive à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une autre performeuse, d'une autre artiste française qui s'appelle Orlan et qui en 77 va faire une performance qui s'appelle Le baiser de l'artiste. Contre une pièce de 5 francs, les spectateurs pouvaient mettre un cierge à la Sainte Orlan
et ou échanger un baiser avec Orlan. Et là, c'est les insultes. Puisque le discours féministe est quand même teinté d'humour de Orlan, va envisager son corps de femme comme un nouveau matériau. Et son corps va devenir un lieu de débat public. Et dans ses performances, Orlan essaye de représenter tous les standards de beauté féminins qui sont littéralement attaqués au scalpel. Et si je vous parle de ça, c'est parce que en cherchant Marina Abramovic, je suis tombée sur Orlan, sur ses œuvres, et je pense que vous l'avez compris, ces deux artistes ont en commun le fait de faire du body art, de l'art corporel. Et en tombant sur les photos, les vidéos, des performances de Orlan, je me suis dit, tiens donc, ça m'est familier. Ça me dit quelque chose. Alors j'ai cherché dans ma mémoire, et en fait il se trouve qu'en 2020, ou 2021, je suis plus trop sûre, je suis partie à Toulouse avec une amie, et j'ai littéralement vu son exposition au musée de l'abattoir de Toulouse. Je vous mettrai des petites photos un peu partout. Et en fait, je me suis sentie trop contente, je me suis dit, j'étais là, je l'ai vue. Surtout que c'est quand même une performance qui m'a marquée sur le moment. Avec mon amie, on était quand même choqués, c'est pas le mot. En tout cas, pas pour moi. Moi, j'étais quand même un peu fascinée par toutes les œuvres qu'il y avait autour de moi. Et au moment où j'ai fait ce lien, j'étais persuadée que Orlan était Marina Abramovic. À part leur ressemblance physique sur certaines photos, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, d'accord? Mais je trouve que ça a fait un lien parfait entre les deux artistes qui font le même type d'art. Et je me suis dit que ce serait sympa d'intégrer Orlan, qui est une artiste française, à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, j'aimerais vous poser une question. À quoi sert le body art et pourquoi il dérange autant? Déjà, il faut savoir que le body art, ça englobe beaucoup de domaines artistiques, comme la peinture corporelle, l'art du tatouage, la peinture de visage, l'art des ongles, le maquillage, les piercings, le mime ou encore les statues vivantes. Bien évidemment, ça englobe aussi la photographie. Le body art, c'est l'art corporel et l'art conceptuel de façon plus moderne. L'art corporel sous forme de peinture corporelle remonte à l'époque des arts préhistoriques et notamment à l'utilisation de pigments de couleur comme l'ocre rouge à des fins culturelles. Ce qui est un peu plus moderne, ce sont les statues corporelles. L'art des ongles, je ne sais pas pourquoi ça revient autant, mais apparemment c'est assez récent, l'art des ongles. Et évidemment, l'art corporel de la performance, comme la danse par exemple. Les tatouages sont aussi une forme de body art, et on en trouve l'origine chez les guerriers pictes. Mais alors, quel message fait passer le body art depuis les années 60? Eh bien, il faut revenir à la révolution industrielle, qui petit à petit a transformé le corps en unité de production, en machine. Issue de cette production et consommation globalisée, a voulu standardiser les corps humains comme on standardise une machine. Des artistes ont ainsi voulu interroger ce rapport au corps et surtout le mettre au cœur de leurs œuvres. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la plupart des artistes majeurs du mouvement de l'art corporel sont des femmes. Car il y a des siècles et des siècles de carcans idéologiques et religieux qui leur ont donné l'envie de s'approprier leur corps comme un instrument d'expression face à des traumatismes ou alors comme un outil politique à part entière. Et c'est en partie pour ça que ça dérange. Être dans une société de consommation fait de nous des numéros. Il y a un manque de personnalité qui demande à être comblé. On pousse les limites pour voir jusqu'où on est capable d'aller. Et surtout jusqu'où les autres sont capables d'aller. Dans Rythme Zéro, Marina s'est réduite volontairement à l'état d'objet pour déconstruire des idéologies respectives sur le corps et qui malheureusement touchent le plus souvent les femmes. Elle s'est déshumanisée volontairement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai particulièrement aimé
faire les recherches sur cette vidéo. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et dont j'avais même pas conscience de ma curiosité sur le sujet avant aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez être autant fascinés que moi à regarder ces expériences, ces vidéos, ces photos. Ou peut-être qu'un jour vous allez voir ces expositions dans la vraie vie, dans un musée, comme j'ai eu la chance de le faire moi. En tout cas, je vous remercie d'être restés jusque-là. Et surtout, soyez curieux, parce que c'est comme ça que vous allez avancer.